Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, le suivi du portefeuille du compte titre ordinaire. C'est l'épisode 47. C'est une vidéo que je fais en milieu de mois. Donc j'alterne avec la revue du portefeuille PEA qui est plutôt en début de mois. Donc le compte titre ordinaire est principalement basé sur des valeurs américaines. Le total du compte présente une plus-value de 19 128 euros, oui, pour un total de 52 657. Il a connu donc sur la période du mois qui vient de s'écouler, à cheval entre le mois d'octobre et le mois de novembre, une très forte plus-value, notamment grâce d'une part à l'élection de Donald Trump, président des États-Unis, et également sur l'action Tesla, qui est ma première ligne dans mon CTO. Alors, on va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Les objectifs du compte titre ordinaire, donc c'est un compte titre que j'ai ouvert donc il y a maintenant 4 ans, avec un montant initial de 15 446 €. Je vise une croissance du portefeuille de 8% par an, une contribution mensuelle de 350 €, ce qui me donnerait à horizon 15 ans. Alors tout ça, c'est de la théorie. Donc un portefeuille qui s'élèverait à 172 000 €. Je compte retirer à partir de la 15e année 4% par an. Si j'applique la flat tax, donc qui peut évoluer, mais pour l'instant qui est de 30%, ce qui me permettrait d'avoir un revenu de 400 € par mois. Alors tout ça, c'est théorique puisque j'espère, bien sûr, pouvoir faire mieux que 8% par an et donc au final avoir un revenu bien supérieur aux 400 € par mois. Alors, même si on applique une flat tax à 30%, les 400 € par mois, c'est bien sûr 400 € bruts qui vont rentrer bien sûr dans la déclaration de revenus, que ce soit sur les plus-values ou alors sur les dividendes, qui sont bien sûr une partie de cette plus-value. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon parcours? Je suis plutôt en avance, 52 657 €. On est plutôt ici 1, 2, 3, 4, entre la 5e et la 6e année, donc j'ai à peu près 1 an d'avance sur mon plan de marche. Alors maintenant, l'évolution du compte titre ordinaire. En haut à gauche, vous avez la répartition du CTO sur le mois précédent. On a ici la répartition sur le mois actuel. Alors, on peut voir que la part de Tesla a augmenté. On est passé de 24 à 31%. J'ai pas effectué d'achat. C'est tout simplement la valorisation de l'action Tesla qui s'est fortement valorisée sur les 30 derniers jours. Ensuite, on va retrouver donc Enphase qui a complètement disparu. Alors autant Tesla s'est apprécié avec l'élection de Donald Trump, autant Enphase s'est complètement effondré. On verra d'ailleurs, j'ai effectué une opération sur Enphase. Alors ma deuxième ligne, c'est Alphabet. La troisième ligne, c'est l'ETF SP500, puis ensuite Apple. Alors ces 4 lignes correspondent à 60% de mon portefeuille. En termes de répartition, donc comme je suis très impliqué sur les valeurs technologiques. La technologie, c'est 68% de mon portefeuille. Ensuite vient la partie ETF 13%, la partie finance 9%, la partie santé 2,7% et les services 2,2% et 3% de cash. Donc j'ai très peu de cash puisque j'investis au maximum mes liquidités sur les actions dans le cadre du CTO. L'évolution du CTO, vous l'avez ici depuis la création du CTO. Alors en rouge, vous avez la moyenne glissante de la valeur du CTO et en bleu, la valeur de celui-ci. Donc on voit qu'il était un peu en dessous de sa moyenne glissante jusqu'à peu près milieu de l'année 2023. Et depuis, je suis largement au-dessus de la moyenne glissante sur la période analysée, c'est-à-dire du 15-11-2021 au 15-11-2024. Les marchés sont-ils à leur prix? Alors, pour évaluer si les marchés sont à leur prix, il y a plusieurs méthodes. On pourrait utiliser par exemple la moyenne des price earnings des différents indices dans le temps. Moi, j'ai utilisé une autre méthode qui, à mon avis, revient pratiquement au même. Je fais une analyse statistique de droite de régression et de moyenne
régression linéaire sur donc ici à peu près les 25 dernières années. En rouge, c'est la moyenne sur la droite de régression. En bleu, c'est les cours effectifs. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est actuellement quasiment à 2 écarts types. Donc, on n'est pas souvent à plus des 2 écarts types. On l'était ici dans les années 2000, donc on sait qu'il y a eu une correction derrière. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une correction dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais en tout cas, on est sur des valeurs relativement élevées sur l'indice SP500. C'est un indice qui croît de 5,70% par an en moyenne. Alors, je pense que c'est hors dividende. On peut voir la progression sur un an de 30%, donc tant mieux pour les personnes qui étaient rentrées notamment à la suite ici d'un premier choc qui était le choc des subprimes, puisqu'on a ici une très forte croissance avec ici une petite rupture également sur le Covid, mais c'est un indice qui est très dynamique. Alors, si on regarde ce que je dis toujours, l'investissement en bourse sur un horizon relativement lointain, 5 ans, 10 ans, vous êtes sur des très belles performances. Vous voyez, à 10 ans, on est sur du 191%. Donc, on est à peu près plutôt sur 5 ans, on est plutôt sur du 12% de croissance en intérêt composé. Si on regarde maintenant le Nasdaq, lui, est également assez élevé, mais il n'est pas quand même en surchauffe. On n'est qu'à 1,44 écarts types, donc il y a encore de la marge pour aller atteindre les 2 écarts types. On voit que sur la bulle Internet des années 2000, on était au-delà des 3 écarts types, donc on a encore une marge de progression, à mon avis, sur le Nasdaq, qui est poussée principalement par les valeurs technologiques. À titre personnel, je pense qu'il y a encore une très forte marge de progression, puisque, alors ça date pas d'hier, hein, mais en tout cas, depuis un petit moment, les entreprises ont besoin de se numériser, donc, et notamment le passage en mode cloud, qui a encore une marge de progression qui est énorme, avec l'accélérateur qui a été donné notamment sur l'IA. On voit que tous les éditeurs de logiciels intègrent dans leurs solutions de plus en plus de capacités en termes d'IA, que ce soit en termes analytiques ou en termes génératifs, ce qui va derrière aider les entreprises à avoir des gains de productivité et donc améliorer leurs marges. Et donc, je suis relativement confiant, notamment pour toutes les entreprises qui sont plus ou moins exposées à la technologie, alors notamment le cloud et puis dernièrement l'IA. Alors maintenant, quel est mon risque sur le compte titre ordinaire? Donc, j'ai créé un tableau donc, qui est accessible pour les personnes qui sont abonnées, où j'ai répertorié donc, la liste de mes actions. Je vais aller chercher le cours. J'ai ici une colonne qui s'appelle crack, où par exemple, je peux simuler une forte chute des cours. Alors ici, j'ai pris 15%, mais on pourrait prendre une des valeurs plus importantes, 20 ou 30%. Et je compare mon PRU par rapport à la valeur du crack. Par exemple, ici Tesla, j'ai un PRU de 178. Par rapport au cours actuel, j'applique donc 15% de baisse. On se retrouve à 265. Je vois que je suis quand même relativement confiant et en dessous en fait de la valeur du crack. On peut voir par exemple pour des actions comme Visa, qui est actuellement à 308 $, 262 ce serait en cas de chute de 15%, et bien je suis donc sur Visa au prix. Mon PRU correspond ici à une valeur potentielle de crack. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher les valeurs moins 1 sigma et je compare la valeur du PRU par rapport au moins 1 sigma. Donc en vert, vous avez tout ce qui est inférieur à moins 1 sigma, donc ce qui est une marge de sécurité, et en orange, ce qui est supérieur au moins 1 sigma. Vous voyez par exemple la valeur de Microsoft, mon PRU est à 269 €. Alors même si je suis plutôt bien par rapport au cours actuel, par rapport à une valeur sur la droite de régression au moins 1 sigma, qui correspond donc moins 1 sigma, c'est-à-dire à 16% de la distribution, je suis relativement mal. Donc si je souhaite renforcer Microsoft, il faudra que je le fasse sur des valeurs inférieures à moins 1 sigma. Donc même si je me projette sur des périodes un peu plus lointaines, je vois qu'il y a 2 valeurs sur lesquelles je ne suis pas forcément très bien, c'est Microsoft et puis Enphase. Alors, encore une fois, pas très bien, non pas par rapport à leur cours, mais plutôt par rapport à une valeur moins 1 sigma qui va évoluer dans le temps.
comment sont calculées les colonnes? Eh bien, je regarde la croissance du modèle sur les droites de régression et je l'applique sur le cours. Ensuite, je vais appliquer en fait cette, croissance donc sur les années suivantes, non plus basée sur le cours, mais basée sur le moins 1 sigma de l'année N-1. Voilà, donc ça, je l'ai fait pour toutes les valeurs de mon portefeuille, qui me permet, d'avoir des points de repère lorsque je vais renforcer une action pour savoir si je suis plus ou moins, bien positionné par rapport à ce moins 1 sigma. Alors maintenant, si on regarde le portefeuille au 15 novembre, donc je l'ai classé ici, par rapport à la valeur du portefeuille. Donc ma première ligne, c'est bien sûr, Tesla, qui a fortement monté. Je suis à plus 77 de progression. Pour l'instant, je n'allège pas, je continue, à rester investi dans Tesla. Et puis on peut voir, toutes les lignes sont positives, à part, une ligne qui est en phase, où je suis, en forte moins-value, moins 2 000 €, sur la ligne. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur, pas mal de lignes, je vois par exemple ici sur Broadcom, je fais du x4. On va voir par exemple ici sur, Meta, je fais du x3. Et puis globalement, donc mon portefeuille s'en sort plutôt bien. Sur la partie ETF, je renforce pas en fait, j'ai également une position assez intéressante, plus 54 sur l'ETF SP500, plus 58 sur le, Nasdaq 100. Alors quels ont été les achats-ventes sur la période? J'ai renforcé, sur Mastercard et Visa, donc j'ai acheté une action Mastercard à 501 $ et 3 actions Visa à 293 $. J'ai également effectué un acheté-vendu sur Enphase. Alors pourquoi j'ai fait de l'acheté-vendu sur, Enphase? J'ai tout simplement acté ma moins-value qui va venir compenser, les plus-values que j'ai réalisées sur mon CTO au titre du swing trading pour l'année 2024, et j'aurai très certainement encore des moins-values que je pourrai reporter sur les 5 prochaines années. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner premium sur mon site investirsurlelongterme.com. Donc je propose 2 abonnements, un abonnement à 7,99 € qui vous permet d'avoir accès en temps réel à mes portefeuilles, à mes watchlists, et puis également notification par email dès qu'un ordre est passé, que ce soit sur le compte titre, le PEA, le PEA PME, et puis un abonnement Premium Plus qui inclut, en plus de l'abonnement Premium, un accès aux droites de régression sur plus de 1500 valeurs, qu'elles soient françaises ou européennes ou américaines. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.